Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur la création d'entreprises pour tout savoir au niveau social et fiscal. Il est organisé par l'URSSAF Île-de-France et la Direction départementale des finances publiques d'Île-de-France. Il va avoir pour objectif de vous accompagner dans la compréhension des étapes clés de votre création, d'abord au niveau des cotisations sociales, de la TVA, de la cotisation foncière des entreprises et on va parler également de la protection sociale des indépendants. Je suis Annie Giton, chargée de la relation cotisant à l'URSSAF Île-de-France et je suis aujourd'hui accompagnée par Madame Simon Michel, qui est responsable au service des impôts des entreprises d'Île-de-France également. Nous allons donc animer cet événement et nous allons aborder les différents sujets. Les missions de la direction des finances publiques et celles de l'URSSAF, les statuts juridiques, les formalités, le statut auto-entrepreneur, le statut de travailleur indépendant, la protection sociale et également les différents services. N'hésitez pas à poser vos questions dans la zone de chat, dont la modération est gérée par Saïda Zegoudi, chargée de la relation cotisant à l'URSSAF Île-de-France également. Un temps d'échange questions-réponses à l'oral est prévu à l'issue de la présentation. Les questions les plus aimées seront traitées en priorité. Nous allons maintenant débuter la présentation et je vous souhaite un bon webinaire à tous. Donc, premièrement, les missions de la direction des finances publiques et de l'URSSAF. Donc, on va commencer par les missions de l'URSSAF. Donc, on a un rôle pour assurer le financement de la protection sociale au quotidien, garantir les droits et l'équité entre tous les différents acteurs économiques et également un rôle d'accompagnement des employeurs et des entrepreneurs. On assure bien sûr le financement de la protection sociale, c'est-à-dire que l'URSSAF collecte les cotisations sociales de 132 551 000 € encaissés en 2022, donc auprès soit d'indépendants ou de comptes employeurs, donc d'entreprises qui ont des salariés. En contrepartie, il y a une redistribution des cotisations auprès des différents organismes qui paient des prestations. Donc là, on en cite quelques-uns, l'assurance maladie, l'assurance retraite, les allocations familiales, l'UNEDIC, etc. Si vous voulez en savoir plus et savoir à quoi vont servir les cotisations collectées par l'URSSAF, donc vous avez un site à quoi servent les cotisations.ursaf.fr et donc là on détaille pour voir dans les cotisations que vous allez payer ce qui est le plus important. Donc en termes de cotisations, les cotisations reversées concernent en priorité la santé, ensuite la retraite, la famille, l'assurance chômage, l'autonomie, etc. Oui, bonjour. S'agissant de la Direction générale des finances publiques, alors cette direction fait une partie intégrale du ministère de l'économie et des finances. Comme vous pouvez le voir sur ce slide, elle a beaucoup de missions, mais sa mission la plus connue et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien entendu la mission fiscale. Donc, c'est avant tout le calcul, le recouvrement et le contrôle de tous les impôts. Cette administration vous pouvez avoir plus d'informations sur cette administration, bien entendu, sur le site impôts.gouv.fr, qui est un site absolument incontournable. Vos interlocuteurs au quotidien au sein de la Direction générale des finances publiques, pour votre activité professionnelle, ce sont les services impôts des entreprises qui se trouvent sur tout le territoire de la France et donc s'occupent de tous les impôts professionnels. Et vos interlocuteurs pour l'impôt sur le revenu, ce sont les services impôts des particuliers qui se situent également sur tout le territoire de la France. On va passer à la slide suivante. Alors, les différents statuts juridiques. Donc, quand vous allez vouloir créer votre entreprise, il est important de choisir le statut qui va correspondre le mieux à ce que vous souhaitez faire. Suivant le statut choisi, vous allez être soit considéré comme un travailleur indépendant, soit considéré comme un assimilé salarié. Donc, c'est important de choisir le bon statut dès le départ parce que cela va avoir une incidence en termes de calcul de cotisation, de périodicité de déclaration et également le montant des cotisations qui n'est pas le même suivant le statut choisi. Donc, sont considérés comme des travailleurs indépendants les entreprises individuelles au régime réel, les auto-entrepreneurs, les gérants uniques de EURL, les gérants majoritaires de SARL ou les co-gérants
de SARL. Ensuite, sont considérés comme assimilés salariés, donc les gérants non associés rémunérés d'une URL. Concernant la SARL, les gérants minoritaires ou égalitaires, les gérants rémunérés qui appartiennent à un collège de gérance égalitaire ou minoritaire, ou les gérants non associés. Concernant les SASU, SAS ou SA, Société Anonyme, donc vous serez considéré comme assimilé salarié également avec le statut donc de président ou directeur. Vous avez un site qui est très bien fait, mon-entreprise.ursaf.fr. C'est un simulateur pour vous aider à choisir le statut qui correspondra le mieux à votre situation. S'agissant de la fiscalité, donc quand vous créez une activité professionnelle, vous pouvez être assujetti à plusieurs types de régimes d'imposition. Le régime d'imposition de votre entreprise est déterminé par défaut par son chiffre d'affaires, son secteur d'activité et la catégorie à laquelle appartiennent les bénéfices. On parle de BIC et de BNC pour bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices non commerciaux. Ensuite, vous avez plusieurs types de régimes. Alors, vous avez pour les très petites entreprises, qui est souvent le cas pour les auto-entrepreneurs, le régime de la micro-entreprise. Ce régime de la micro-entreprise est un régime fiscal extrêmement simplifié afin de limiter au plus les obligations déclaratives des entrepreneurs. Ensuite, vous allez, mais ce régime est limité à un chiffre d'affaires plafond. Ensuite, lorsque vous dépassez ce chiffre d'affaires et que votre activité prend plus d'ampleur, vous pouvez passer, en fonction aussi de certains plafonds, vous pouvez passer au régime, vous devez ou pouvez passer au régime simplifié d'imposition. C'est un régime où les obligations fiscales sont aussi le plus allégées possible, mais elles existent et elles créent des obligations déclaratives en matière de résultats et en matière de TVA. Et enfin, pour les plus grandes entreprises, vous êtes au réel normal, vous serez passé au réel normal. C'est un régime où les obligations déclaratives sont plus importantes et qui normalement nécessite le recours à un comptable pour pouvoir remplir toutes ces obligations déclaratives. Je peux passer à la slide suivante. Donc, sur les revenus catégoriels, en fait. On fait bien la distinction entre les activités soumises à l'impôt sur le revenu et les activités soumises à l'impôt sur les sociétés. En gros, tous les entrepreneurs individuels vont voir leurs revenus d'activité soumis à l'impôt sur le revenu. Et en général, les sociétés, même les sociétés sont soumises à l'impôt sur les sociétés, à l'exception de l'EURL, qui est la seule société qui est soumise de plein droit à l'impôt sur le revenu, avec une option possible pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Les catégories d'imposition au sein de l'impôt sur le revenu. Eh bien, en fait, vous serez soit en bénéfices industriels et commerciaux, ça, ce sont toutes les activités industrielles, commerciales, artisanales. Un exemple, un coiffeur, un plombier, un chauffeur VTC, de l'achat-revente, de la vente, de la restauration. Tout ça, ce sont des bénéfices industriels et commerciaux. Les bénéfices non commerciaux, eh bien, ce sont plutôt les activités libérales, intellectuelles, artistiques. Là, vous avez des exemples sur le PowerPoint. Le coaching, psychologue, conseil en entreprise, ça, vous allez être dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Et puis, il y a aussi les bénéfices agricoles. Je n'ai pas besoin d'expliquer, c'est tout ce qui a lieu en lien avec l'agriculture. Voilà pour cette slide. Donc, je parlais tout à l'heure de seuils de chiffre d'affaires qui font basculer d'un régime vers un autre. Vous allez avoir le régime micro qui va être en fonction des chiffres d'affaires. Vous allez devoir passer au régime simplifié d'imposition. La complexité supplémentaire, si je peux m'exprimer ainsi, c'est la différenciation aussi entre les prestations de services et les activités d'achat-revente. Si vous êtes dans une activité de prestation de service, donc votre chiffre d'affaires maximal pour rester dans le régime micro, qui donc est un régime intéressant car, comme je viens de le dire, très allégé en matière d'obligations déclaratives sur le plan fiscal, et donc il ne faut pas dépasser un chiffre d'affaires de 77 700 € par an
pour rester dans ce régime micro. Si vous êtes en prestation de service, si vous êtes en activité d'achat-revente, de vente à consommer sur place, donc toutes ces activités qui nécessitent d'acheter, de revendre, d'avoir beaucoup plus de flux dans ces activités et qui donc nécessitent un plus gros chiffre d'affaires pour pouvoir dégager un bénéfice, eh bien ces activités-là, vous serez sous le régime de la micro-entreprise jusqu'à un chiffre d'affaires annuel de 188 700 €. Et puis la location meublée, ce sera 15 000 €. Ensuite, on va passer au RSI, donc au régime simplifié d'imposition, entre un chiffre d'affaires de 188 700 € et 840 000 € pour les activités donc d'achat-revente, principalement, et donc de restauration et ainsi de suite. Et les activités de prestation de service, vous le voyez, entre 77 700 et 254 000 €. On parle toujours, là, bien entendu, de chiffre d'affaires, hein, pas de bénéfices. Donc, l'intégralité de vos ventes dans l'année et ceci hors taxe, c'est-à-dire sans la TVA. Eh bien, et ensuite, le réel normal, comme vous voulez, le régime réel normal d'imposition, comme vous pouvez le voir, c'est pour des chiffres d'affaires beaucoup plus conséquents. 254 000 € hors taxe pour de la prestation de service et 840 000 € hors taxe pour de l'achat-revente ou de la vente à consommer sur place. Voilà, c'est tout pour cette diapo. S'agissant des BNC, donc comme je vous disais, les bénéfices non commerciaux, comme principalement les bénéfices non commerciaux sont de la prestation de service, hein, on est sur les mêmes, barrières que la prestation de service. Donc pour le régime micro, il faudra avoir un chiffre d'affaires inférieur à 77 700 €. Et ensuite, au-delà, ce sera le régime réel de la déclaration contrôlée au niveau des bénéfices non commerciaux. C'est tout pour cette slide. Alors, on va voir maintenant les formalités. Donc, quand arrive le moment où vous voulez créer votre entreprise, vous devez faire des formalités de création. Les formalités se font sur le site formalités.entreprise.gouv.fr, donc le site là que vous avez à l'écran au milieu de la diapositive. Sur ce site, vous devez faire donc votre création d'entreprise, mais éventuellement toutes les modifications qu'il peut y avoir dans la vie d'une entreprise doivent être déclarées à chaque fois. Ça peut être une modification d'adresse, une modification d'activité, un ajout d'activité complémentaire, un changement de statut également. Et c'est sur ce site aussi qu'il faudra faire les formalités de radiation si vous décidez de cesser votre activité, que vous soyez auto-entrepreneur ou pas. Toutes les formalités sont faites sur ce site-là. Important également, pour certaines activités, il y a des obligations supplémentaires à remplir, la qualification professionnelle pour tout ce qui est activité artisanale notamment. Une assurance professionnelle est obligatoire également suivant la profession exercée. Pour avoir des renseignements sur cela, vous pouvez vous renseigner sur le site service-public.fr. En même temps que votre inscription, vous pourrez, et vous devez d'ailleurs le faire en même temps, faire une demande d'ACRE pour les futurs auto-entrepreneurs sur le site donc auto-entrepreneur.ursaf.fr. Il y aura le formulaire à disposition. On va commencer donc par le statut auto-entrepreneur. Donc, sur le plan fiscal, le régime de la micro-entreprise. Donc, comme vient de le dire Madame Giton, il faut vous créer sur le guichet unique, le portail obligatoire et unique des formalités des entreprises. Vous y ferez donc vos formalités au niveau de l'URSSAF, mais également vous vous créerez au niveau fiscal. Qui donc peut devenir auto-entrepreneur via ce guichet unique? Eh bien, en fait, toute personne majeure qui n'est pas sous tutelle, qui n'a pas d'interdiction de gérance. Et donc, l'intérêt de ce statut, c'est que vous n'avez pas à déposer de capital social, vous n'avez pas à rédiger de statut et vous n'avez pas à publier d'annonce légale. C'est donc des démarches très simplifiées. Sont exclus toutefois du régime de la micro-entreprise, comme cela est marqué sur le slide, les activités relevant de la TVA immobilière et certaines professions libérales et réglementées comme les experts comptables. Au moment de votre création d'activité sur le portail donc formalité des entreprises, il y a un élément à bien vérifier quand vous créez votre entreprise, c'est de bien renseigner l'adresse de votre entreprise et
la dénomination de votre entreprise et vous assurer que à cette adresse, votre entreprise recevra du courrier et que sur la boîte aux lettres, votre entreprise sera bien identifiée. Si elle n'a pas si par exemple vous créez votre activité chez vous, ce qui est tout à fait possible, mais que vous créez une entreprise avec un nom commercial autre, il faudra bien faire figurer sur la boîte à lettres de votre boîte à lettres le nom commercial de votre entreprise, car suite à la création de votre activité, vous allez recevoir du courrier de votre service impôt des entreprises, une lettre, tout un dossier d'accueil. Si votre entreprise n'est pas bien identifiée sur la boîte aux lettres, vous ne le recevrez pas et votre et votre service impôt des entreprises aura cette lettre d'accueil retournée avec la mention destinataire inconnu à l'adresse. Donc, c'est vraiment important cet élément-là, parce qu'autrement, on commence la relation sur une incompréhension. Voilà, donc c'est tout pour cette slide. Alors, on va voir maintenant, donc côté URSSAF, pour être auto-entrepreneur, donc un petit peu le détail de ce statut. Donc, comme on vient de dire, c'est un statut qui répond à des seuils de chiffre d'affaires. Donc, pour une activité de vente, 188 700 € de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour rester auto-entrepreneur, 77 700 pour les prestations de services, qu'elles soient bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices non commerciaux, c'est le même plafond. En cas d'activité mixte, quelqu'un qui va faire à la fois de la vente et de la prestation de services, le chiffre d'affaires ne doit pas dépasser 188 700. Donc, c'est le chiffre d'affaires maximum de la vente qui doit inclure le chiffre d'affaires des prestations, doit comprendre le chiffre d'affaires des prestations. Il y a une franchise de TVA jusqu'à 85 000 € pour les activités de vente de marchandises et 37 500 pour les prestations de services. Pour quelqu'un qui va créer une activité en cours d'année, donc là, on a pris un petit exemple, quelqu'un qui va créer son activité au 1er mars 2025, pour éviter de se retrouver avec un dépassement de plafond de chiffre d'affaires dès la première année, il faudra faire un calcul. Vous ferez en fait une règle de 3 tout simplement pour connaître le montant du plafond à ne pas dépasser pour éviter d'avoir un dépassement du chiffre d'affaires dès la première année. Important également à savoir, si vous avez un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 € pendant 2 années consécutives, vous devez ouvrir un compte bancaire qui est dédié à votre activité. Alors moi, je conseille quand même de le faire, même si ce n'est pas le cas. Ça permettra toujours de séparer les dépenses liées à l'entreprise des dépenses personnelles du foyer. C'est toujours plus simple de s'y retrouver dans ce cas-là, notamment en cas de demande de justificatif pour un contrôle, par exemple, que ce soit de notre part ou de la part de la direction des finances publiques. Ce sera plus simple pour vous de fournir les éléments. Et si vous avez des clients particuliers, vous devez choisir également un médiateur de la consommation. Ce médiateur pourra être saisi par le client en cas de litige. Au niveau des obligations comptables, elles sont allégées, bien sûr. Alors, vous avez quand même des formalités à respecter. Tenir un livre de recettes, encaisser et éventuellement un registre des achats. Émettre des factures et conserver les justificatifs des charges. Déclarer votre chiffre d'affaires auto-entrepreneur à l'URSSAF et faire le paiement des cotisations sociales sur le chiffre d'affaires encaissé. Important également, vous devez déclarer le chiffre d'affaires sur la période où vous avez encaissé le chiffre d'affaires. Vous devez également déclarer vos revenus au service des impôts, avec éventuellement donc la possibilité de prélèvement libératoire de l'impôt. Et on a dit donc ouvrir un compte bancaire dédié à l'auto-entreprise. Alors, on va voir maintenant les cotisations et l'impôt sur le revenu. Donc, on commence par l'impôt sur le revenu. Donc, en tant qu'auto-entrepreneur, comme je le disais tout à l'heure, le résultat, votre bénéfice est soumis à l'impôt sur le revenu. Et donc, afin de simplifier au maximum toutes les formalités, en fait, votre bénéfice ne va pas être est calculé sous un mode réel, c'est-à-dire l'ensemble de vos recettes moins l'ensemble de vos charges, mais vous allez déclarer à l'impôt sur le revenu votre chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires auquel il sera appliqué ensuite un abattement forfaitaire. Donc, vous voyez sur la slide les abattements qui sont pratiqués.
c'est-à-dire pour un commerçant, vous avez un abattement de 71% sur votre chiffre d'affaires déclaré, artisan 50%, profession libérale 34%, location meublée 50% à partir du 1er janvier 2024. Donc, comment faire cette déclaration en pratique? Tout simplement, lorsque vous êtes sur votre déclaration d'impôt sur le revenu annuel, et d'ailleurs la campagne d'impôt sur le revenu va débuter la semaine prochaine, lorsque vous êtes sur le site internet qui vous permet de déclarer vos revenus, vous allez au niveau des écrans, à un moment donné, avoir le formulaire principal et puis une offre de formulaire supplémentaire. Pourquoi cela fonctionne ainsi? C'est parce qu'en fait, le formulaire principal reprend les catégories d'impôts, de revenus imposables les plus souvent retenus pour les Français. Et comme on ne peut pas tout mettre sur un seul formulaire, eh bien, pour les autres catégories d'impôts moins souvent utilisées, eh bien, on crée des formulaires annexes. Donc, il vous faudra, pour déclarer soit votre revenu micro-entreprise, bénéfice industriel commercial ou votre revenu bénéfice non commercial, il vous faudra choisir le formulaire supplémentaire qui s'appelle le 2042 CPRO, pro comme professionnel. Donc, vous cocherez ce formulaire et ensuite, dans le déroulé de votre déclaration de revenus, le système vous proposera automatiquement ce formulaire 2042 CPRO. Et dans la slide suivante, on pourra voir que voilà, les cases de ce 2042 CPRO dans lesquelles il faudra porter soit votre BIC, soit votre BNC. Voilà. Exact. Alors, vous avez également la possibilité donc d'opter, donc ça c'est quelque chose qui n'existe que pour les auto-entrepreneurs, il y a l'option du versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Alors, quand vous allez remplir le formulaire de création auto-entrepreneur, c'est là où le choix se fait. On vous demandera sur le formulaire si vous voulez opter pour le versement libératoire. Donc, ça permet l'impôt sur le revenu lié, le paiement pardon, de l'impôt sur le revenu lié à l'activité auto-entrepreneur en même temps que le paiement des charges sociales. Et donc, il y a un taux lié à cet versement libératoire qui sera appliqué également. Donc, ça permet en fait d'étaler le paiement de son impôt sur le revenu lié à l'activité auto-entrepreneur sur l'année, tout simplement. Par contre, il y a des conditions à remplir pour pouvoir prendre cette option. C'est que votre revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser pour l'année 2023, puisqu'on n'a pas encore les revenus 24, donc on regarde actuellement le revenu fiscal de référence de l'année 2023, 28 797 € par part de quotient familial. Donc, pour voir si vous rentrez dans les cases pour pouvoir prendre cette option, il faut que vous regardiez votre avis d'impôt. Vous posez une première question, combien de parts j'ai et est-ce que je ne dépasse pas le plafond? Si vous hésitez un petit peu, vous pouvez faire une simulation sur le site impôt.gouv.fr. Il y a un simulateur pour voir si c'est plus avantageux pour vous de prendre le versement libératoire ou pas. Vous avez également la possibilité de changer d'option. Donc, par exemple, vous l'avez pris, vous n'en voulez plus ou inversement. Dans les 3 mois qui suivent la création ou si on est plus avancé dans l'entreprise, faire la demande avant le 30 septembre de chaque année, donc en faisant un mail sur votre compte auto-entrepreneur.ursaf et en faisant également un message aux impôts avant le 30 septembre pour une application au 1er janvier de l'année suivante. Alors, comment va se passer le calcul des cotisations? Et donc, on va voir combien vous allez payer en cotisation et également en impôt sur le revenu. Donc là, on a un tableau avec les différentes professions. Donc, je vais prendre la première ligne pour exemple. Donc, au niveau des cotisations sociales, donc pour la vente de marchandises, un auto-entrepreneur paiera 12,30% sur son chiffre d'affaires de cotisation. Si la personne a pris le versement libératoire de l'impôt, il y aura 1% supplémentaire sur ce même chiffre d'affaires. Donc, on arrive à un total de 13,30%. Si le créateur d'entreprise peut bénéficier de l'ACRE, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est une réduction des cotisations.
Dans ce cas-là, il y a une réduction de 50% environ, donc 6,20% de cotisation avec l'ACRE. On a toujours le versement libératoire qui, lui, n'est pas du tout concerné par l'ACRE. Et dans ce cas, on arrive à 7,20%. Donc après, vous avez les autres taux pour les prestations de services et les taux également pour les locations de meublés professionnels. Comment s'effectuent les déclarations et les paiements des cotisations? Donc, les déclarations et les paiements s'effectuent obligatoirement en ligne, de manière mensuelle ou trimestrielle. Donc ça, c'est pareil, quand vous faites votre création d'entreprise sur le site, vous devez cocher si vous souhaitez déclarer votre chiffre d'affaires en mois ou au trimestre. La déclaration, elle est obligatoire même si le chiffre d'affaires est à 0. Les premières déclarations sont à faire après 90 jours, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites votre création, vous avez 90 jours avant que la première déclaration soit demandée. C'est un délai obligatoire incompressible pour éviter au créateur d'entreprise de se retrouver tout de suite avec des cotisations à payer s'il a fait du chiffre d'affaires. Donc là, on a pris par exemple quelqu'un qui va créer en octobre. Les premières déclarations seront attendues donc 3 mois après, en février, et ensuite chaque fin de mois, une fois qu'on a passé le délai des 90 jours, chaque fin de mois ou chaque fin de trimestre, il y aura la déclaration à compléter sur notre site. Information importante également, si vous percevez des allocations de France Travail, donc anciennement Pôle emploi, on vous conseille d'opter pour la déclaration et le paiement mensuel, tout simplement parce que sur leur site, vous devez vous actualiser chaque fin de mois. Et régulièrement, France Travail demande aux créateurs d'entreprises bénéficiaires d'allocations de chez eux des justificatifs de déclaration au niveau de l'URSSAF. Et ça permettra que vous puissiez joindre le justificatif immédiatement. Il est possible effectivement de faire une attestation sur l'honneur pour France Travail, mais c'est toléré pendant les 4-5 premiers mois, plus après. Donc, vaut mieux effectivement avoir la même périodicité de déclaration. Il y a également la possibilité d'anticiper les déclarations en ligne dès la réception de la part de l'URSSAF de l'attestation d'affiliation. Donc, en fait, vous allez recevoir de notre part, quand on vous aura immatriculé, une attestation d'affiliation. À partir de ce moment-là, vous pourrez créer votre compte en ligne sur autoentrepreneur.ursaf.fr et vous pourrez, même s'il y a un délai de 90 jours, faire quand même déjà la déclaration. Mais par contre, le paiement des cotisations ne sera demandé qu'après les 90 jours. Mais vous pourrez remplir votre déclaration tout de suite si vous le souhaitez quand même. On va maintenant parler un petit peu plus en détail de l'ACRE. Donc, c'est une aide à la création et à la reprise d'entreprise. Cela va vous permettre, sous certaines conditions, d'avoir un taux de cotisation minoré. C'est ce qu'on vient de voir dans le tableau que j'ai présenté tout à l'heure avec les pourcentages. Donc, une réduction d'environ 50% jusqu'à la fin du 3e trimestre civil qui suit la création de l'activité. Par contre, donc vous devez remplir obligatoirement pour les auto-entrepreneurs un formulaire qui se trouve donc sur notre site autoentrepreneur.ursaf.fr, rubrique « Demandez l'ACRE ». Ce formulaire, il faut le faire en même temps que la création. J'insiste, mais c'est important, il faut que ce soit fait en même temps. Et vérifiez également que vous êtes éligible. Vous verrez sur le formulaire, il y a des conditions à remplir qui sont listées. Donc, ce qu'il faut faire, si vous remplissez les conditions, télécharger le formulaire, le remplir, nous le transmettre avec le justificatif. Alors, par exemple, je vais prendre un exemple, quelqu'un qui va toucher des prestations de France Travail est éligible à l'exonération ACRE. Donc, dans ce cas-là, il faudra joindre un avis de paiement de leur part, tout simplement comme justificatif, avec le dossier rempli et nous transmettre le formulaire. Le formulaire sera ensuite étudié par nos services qui vous rendront une réponse par courrier. Voilà, donc là, par exemple, on a mis la liste des publics éligibles. Donc, on a les demandeurs d'emploi indemnisés ou non indemnisés, mais inscrits au moins 6 mois au cours des 18 derniers mois. Les bénéficiaires du RSA, jeunes de 18 à 25 ans, etc. Mais ça, c'est la majorité des cas que l'on rencontre. Il peut y avoir des refus de l'ACRE qui sont possibles. C'est si la personne a déjà eu une précédente entreprise et qu'elle a déjà bénéficié de cette aide sur les 3 années précédentes. Et si la personne reprend également une activité indépendante identique suite à une cessation d'activité d'une activité précédente, dans ce cas-là, il doit s'écouler un délai légal de l'année en cours qui suit la radiation de la précédente, plus une année civile complète.
Donc, petit rappel hein, concernant la réduction à laquelle vous allez avoir droit. Donc, pour la vente, on aura 6,2% de cotisation. Pour les prestations de services, 10,6, les BIC. Pour les BNC, bénéfices non commerciaux, on est à 12,30%. Pour les bénéfices non commerciaux qui relèvent de la CIPAV, donc ça, il y a une liste des professions bien précises, tu auras 13,90% de cotisation. Et pour la location de meublés, 3%. On va parler maintenant de la TVA. Donc, la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. En régime micro et sous réserve de ne pas dépasser certains chiffres d'affaires, vous pouvez être assujetti, enfin non, vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle la franchise en base de TVA. C'est-à-dire que aucune déclaration de TVA est attendue et vous n'avez à collecter aucune TVA et aucune TVA à reverser au Trésor public. Donc, les conditions de chiffre d'affaires sont inscrites sur la slide. Donc, 91 900 € pour les opérations de vente et 36 800 € pour les prestations de services. Donc, dans ce régime, aucune obligation fiscale, aucune déclaration à faire, mais aussi aucune TVA facturée à vos clients et aucune possibilité de déduire de la TVA sur vos achats pour vos besoins professionnels. Vous pouvez, donc, soit vous dépassez ce chiffre d'affaires, soit si vous souhaitez être assujetti à la TVA, vous pouvez opter pour le régime supérieur, qui est le régime simplifié d'imposition. Donc, vous voyez aussi sur la slide les catégories de chiffre d'affaires qui sont éligibles pour ce RSI. Que ce soit pareil en opération de vente et en prestation de service. Donc, encore une fois, les chiffres d'affaires ne sont pas les mêmes sur ces différentes activités. Alors, ce régime simplifié d'imposition repose sur une déclaration annuelle qui doit être faite tout début mai pour la plupart des entreprises, sauf celles qui ont une clôture non annuelle de leur activité. Mais la plupart du temps, donc c'est tout début mai qu'il faut faire cette déclaration dite CA12 donc du chiffre d'affaires réalisé et de la TVA appliquée à ce chiffre d'affaires. Et puis, au courant de l'année suivante, vous allez devoir payer deux acomptes, un le 15 juillet et un au 15 décembre. Ces acomptes doivent être déclarés via une déclaration qui s'appelle la 3514. Alors, c'est important de faire ces déclarations d'acompte parce que vous pouvez les moduler. Si, par exemple, votre chiffre d'affaires a baissé depuis votre dernière déclaration annuelle, votre chiffre d'affaires baisse, vous pouvez moduler ces acomptes. En revanche, si vous ne déposez pas, vous oubliez de déposer ces déclarations 3514, eh bien, le système va calculer automatiquement 55% pour le premier acompte et 40% pour le deuxième acompte. Donc, 55% de la TVA du chiffre d'affaires du chiffre d'affaires déclaré lors de la dernière déclaration annuelle récapitulative et ensuite 40%, ce sont donc des calculs forfaitaires. Il faut vraiment déposer ces déclarations si vous voulez donc changer ces montants. Et puis ensuite, si vous dépassez encore une fois les chiffres d'affaires limites du régime simplifié d'imposition, ou si vous souhaitez être sur le régime supérieur, vous avez accès au régime réel normal, où là, les obligations de déposer une déclaration de TVA sont mensuelles. Donc, il faut déposer entre le 15 et le 24 du mois suivant le mois où vous avez réalisé votre chiffre d'affaires. Donc, pour un chiffre d'affaires de janvier 2025, il faut déposer entre le 15 février et le 24 février 2025 votre déclaration mensuelle de TVA. Et là, c'est une déclaration un peu plus compliquée, mais avec liquidation mensuelle et paiement mensuel de la TVA suite à chacune de ces déclarations. Sur la slide suivante, vous allez avoir plus particulièrement donc le régime de la franchise en base, qui est la plupart du temps le régime appliqué aux micro-entrepreneurs, donc sauf option, comme je viens de l'indiquer.
Donc, bien entendu, lorsque l'on ne collecte pas de TVA, on ne la facture pas. Donc, il y a plein d'exemples partout sur le net, mais sur servicepublic.gouv.fr en premier lieu, de facturation, d'exemples de factures avec toutes les mentions légales et ainsi de suite. Ce qu'il faut mettre sur votre facture lorsque vous ne facturez pas de TVA, c'est la mention TVA non applicable, article 293B du CGI. Mais ça encore, vous le retrouvez sur tous les sites internet, cette mention à appliquer. Donc, en cas de franchissement du seuil de la franchise en base, si vous êtes sous le régime de la franchise en base, il faut savoir que votre chiffre d'affaires va tomber sous l'assujettissement de la TVA dès le premier mois qui suit le dépassement du chiffre d'affaires. Donc, dans ces conditions-là, il faut être assez réactif et contacter assez rapidement votre service impôt des entreprises pour bien donc indiquer que vous dépassez le seuil de la franchise en base et que donc vous devez passer à un régime de TVA. Vous choisissez le régime simplifié d'imposition et ainsi vous allez donc votre dossier va être codifié de manière différente et qui va pouvoir ensuite vous permettre, via le site impôt.gouv.fr, de commencer à faire vos déclarations de TVA. En tant qu'entrepreneur soumis à la franchise en base, vous n'avez pas automatiquement d'attribution d'un numéro de TVA intracommunautaire. Donc, un numéro de TVA intracommunautaire, ça sert à commercer avec, surtout au sein de l'Union européenne, mais aussi faire des exportations et ainsi de suite. Si vous commercez au niveau intracommunautaire, vous avez besoin de ce numéro de TVA et que vous êtes sur le régime de la franchise en base, vous pouvez quand même obtenir un numéro de TVA intracommunautaire, mais là aussi, il faut prendre contact avec le service impôt des entreprises dont vous dépendez pour faire cette demande d'attribution. C'est tout pour cette slide. S'agissant de la cotisation foncière des entreprises. Donc, c'est un impôt local, la cotisation foncière des entreprises. C'est donc c'est la Direction générale des finances publiques qui calcule et collecte cet impôt, mais pour le compte des collectivités territoriales. Cette CFE est due par tout entrepreneur, même les auto-entrepreneurs doivent ces cotisations foncières des entreprises. Donc, lors de votre création d'entreprise, comme je vous le disais, vous allez recevoir un dossier d'accueil de la part de votre service impôt des entreprises. Un dossier d'accueil dans lequel vous aurez votre mémento fiscal, c'est-à-dire un récapitulatif de ce que nous connaissons de votre entreprise et des options fiscales éventuelles que vous avez prises. Donc, par exemple, si vous êtes micro-entrepreneur, ce sera marqué et vous êtes au bénéfice industriel et commercial, ce sera marqué, vous êtes au micro-BIC, TVA franchise en base et voilà. Et vous aurez la plupart des éléments. En plus, vous aurez le contact avec le SIE dont vous dépendez en fonction de votre implantation territoriale. Ce dossier d'accueil contient aussi ce qu'on appelle un questionnaire sur la cotisation foncière des entreprises. Donc, ce questionnaire est à retourner sous 30 jours à votre service impôt des entreprises. Ce questionnaire a pour but essentiellement de localiser votre activité et de savoir si vous utilisez ou pas un local pour cette activité. La plupart des auto-entrepreneurs créent leur activité à domicile. Donc, dans ces cas-là, il suffit juste de dire que votre activité est créée à domicile et que vous y consacrez tant de mètres carrés, 10, 15 mètres carrés à votre activité au sein de votre domicile. Mais si vous avez un local, il faut exactement dire l'adresse de ce local, mettre le nombre de mètres carrés et ainsi de suite, afin de nous permettre à nous ensuite d'identifier le local et de calculer la bonne cotisation foncière des entreprises. Vous pouvez aussi dire que vous êtes en domiciliation commerciale. Beaucoup d'entrepreneurs se créent dans une domiciliation commerciale, mais c'est important pour nous que nous sachions quelle est la domiciliation commerciale et son adresse. Vous pouvez aussi travailler dans un espace de coworking. Donc ça aussi, il faut le mentionner pour que nous puissions ajuster correctement la cotisation foncière des entreprises. Donc ça, c'est au niveau de votre création d'entreprise. Quand vous êtes un micro-entrepreneur
c'est la seule obligation fiscale que vous ayez dans un premier temps, c'est répondre à ce questionnaire qui vous est envoyé dans le cadre du dossier d'accueil de votre entreprise. Ensuite, avant le 31 décembre de l'année de votre premier exercice d'activité, vous allez devoir toujours en CFE déposer ce qu'on appelle une déclaration 1447C. En fait, dans cette déclaration, vous allez surtout porter le chiffre d'affaires que vous avez obtenu pendant votre premier exercice fiscal. Ça aussi, c'est important. Cela nous permet justement de calculer la cotisation foncière des entreprises. En l'absence de local, il faut savoir que cette cotisation foncière est sur une base minimale basée sur le chiffre d'affaires. Donc, pareil, cette déclaration est très importante à déposer. À part ces deux déclarations, si vous êtes sur le régime de la franchise en base de TVA et sous un régime micro à l'impôt sur le revenu, vous n'aurez pas d'autres obligations déclaratives vis-à-vis de votre service impôt des entreprises. Ensuite, vous aurez bien entendu votre obligation déclarative annuelle sur le revenu comme toujours, mais vous n'aurez pas d'autres obligations déclaratives. Voilà. Alors, on va parler maintenant de l'éventuelle sortie du dispositif. Alors, il y a plusieurs motifs de sortie du statut auto-entrepreneur. Donc, soit par exemple, le statut ne vous correspond plus, dépassement éventuellement du chiffre d'affaires prévu, ou vous avez trop de charges à déduire. Voilà, le statut n'est plus adapté. Donc, vous pouvez très bien choisir de basculer volontairement dans un régime réel d'imposition. Soit il y a un dépassement des plafonds de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives. Donc ça, c'est nous qui faisons la constatation du dépassement. On vous envoie un petit courrier en recommandé avec accusé de réception et vous aurez 1 mois pour contester le dépassement et donc fournir des éléments et des explications. Soit le chiffre d'affaires est de 0 pendant 24 mois consécutifs ou les déclarations n'ont pas été remplies. C'est pour ça que tout à l'heure, j'expliquais bien qu'il faut absolument remplir les déclarations du chiffre d'affaires prévu, même si le chiffre d'affaires est à 0. Dans ce cas, on vous envoie également un courrier, le mois ou le trimestre qui va précéder la radiation, et on radiera le compte de manière automatique. Soit vous décidez de cesser votre activité, et dans ce cas, vous devez, comme on a présenté au début de la présentation, faire une déclaration de cessation d'activité sur le guichet unique. Donc, on va parler maintenant du statut indépendant au régime réel. Donc là, on va oublier la partie auto-entrepreneur. Là, on va parler de l'autre statut d'indépendant qui existe. Donc oui, effectivement, si vous dépassez les chiffres d'affaires mentionnés sur la slide et que l'on a déjà évoqué, vous allez devoir passer au régime réel d'imposition. Donc, ce régime réel est beaucoup plus important a des obligations fiscales beaucoup plus importantes que les autres régimes, et notamment en matière de déclaration du résultat fiscal, vous avez un certain nombre de tableaux à remplir. Qui sera plus allégé si vous êtes au régime simplifié au RSI, que si vous êtes au régime vraiment réel normal, où là, vous allez devoir déposer. Alors, à l'IS, c'est la déclaration 2065 avec les tableaux 2050 à 2059G, ou la 2065 pour le simplifier avec les tableaux annexes 2033A à 2033G. Et pour les résultats BIC, vous serez sur la déclaration qui porte le numéro 2031, et les BNC, la déclaration qui porte le numéro 2035. Donc, c'est vrai que ces déclarations-là sont beaucoup plus complexes et en plus nécessitent une télédéclaration passant par un prestataire. Donc, ces déclarations-là nécessitent le recours à un comptable pour pouvoir les effectuer correctement. Sur la slide suivante, donc encore une fois, voilà, c'est toujours le même distinguo. Soit vous continuez à relever de l'impôt sur le revenu, vous êtes une entreprise individuelle et donc vous serez à l'impôt sur le revenu.
pareil, l'EIRL est la seule société qui soit d'emblée soumise à l'impôt sur le revenu, alors que toutes les autres sociétés sont soumises obligatoirement à l'impôt sur les sociétés. La SASU est fait exception. La SASU, pendant les 5 premières années, vous pouvez opter pour l'impôt sur le revenu, mais autrement, vous serez codifié automatiquement impôt sur les sociétés, sauf si vous optez pendant les 5 premières années pour l'impôt sur le revenu et uniquement les 5 premières années de la SASU. Donc, le distinguo entre l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu, eh bien, ça, ce sont des arbitrages qu'il faut faire avec des calculateurs qui existent sur impôt.gouv.fr. Ce sont des arbitrages. Le fait de créer une société ou de rester en individuel, ce sont aussi des arbitrages qui ont trait aussi au régime social applicable aussi à ces différentes modalités d'exercice d'une activité professionnelle. C'est tout pour cette salle. Alors, au niveau URSSAF, on va voir donc sur quelle base vont être calculées vos cotisations. Donc, si vous avez une entreprise individuelle soumise à l'impôt sur le revenu, donc les cotisations sociales vont être calculées sur les revenus de l'activité indépendante. Donc, petit rappel, le revenu va être donc le chiffre d'affaires, donc la totalité des recettes, duquel on déduit les charges, frais d'exploitation, les cotisations sociales payées à l'URSSAF qui rentrent dans la déduction des charges. Il reste le bénéfice et c'est sur cette base que l'on va calculer vos cotisations. On va voir après dans les diapositives suivantes comment sont faites les déclarations et les bases de calcul. Si l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés, donc c'est pareil, on a le bénéfice également comme base de calcul, donc le chiffre d'affaires moins les charges, les frais d'exploitation. Il y a la rémunération nette du gérant et les cotisations sociales également. Et il peut y avoir également la prise de dividendes qui, eux, seront soumis à l'impôt sur le revenu. Pour les entreprises au réel ou les assimilés salariés, l'ACRE, donc la même exonération partielle des cotisations, elle est automatique cette fois-ci. Donc, comme je disais au début, il n'y a que les auto-entrepreneurs qui ont un dossier à remplir. Pour tous les autres créateurs, cette réduction des cotisations est appliquée de manière automatique. Elle dure 12 mois. Donc là, par contre, c'est de 12 mois de date à date. Donc, quelqu'un qui crée au 1er mai 2025 sera exonéré jusqu'au 30 avril 2026. Le montant de l'exonération va dépendre du montant de revenus annuel. Donc, vous aurez des déclarations de revenus annuels à effectuer. Donc, ça, on va voir après dans la suite de la présentation, la fréquence des déclarations. Et suivant le revenu déclaré, il peut y avoir donc l'ACRE qui sera attribué de manière automatique, mais on peut, au moment où on réceptionnera la déclaration des revenus, revenir sur l'ACRE si le revenu est supérieur à 47 100 € de revenus annuels ou si le revenu est compris entre 35 325 et 47 700. Et l'ACRE restera attribué de manière définitive si le revenu est inférieur à 35 325 €. Il peut y avoir des cas de refus de cette exonération pour les mêmes conditions que les auto-entrepreneurs. Si la personne a déjà eu une précédente entreprise et qu'elle a déjà bénéficié de la réduction pendant au moins 3 ans, il faut laisser au moins 3 ans s'écouler avant la nouvelle activité, et si elle reprend une activité similaire à l'activité précédente. Donc là, on a un petit tableau en 2 colonnes. Donc pour les indépendants, l'exonération ACRE fera une exonération des cotisations d'assurance maladie, invalidité, décès, retraite de base et allocation familiale. Ne sont pas comprises dans l'exonération ACRE la cotisation de retraite complémentaire, la CSG-CRDS et la cotisation à la formation professionnelle. Pour les assimilés salariés, donc petit rappel, président de SAS, SASU, gérant minoritaire ou égalitaire de SARL, sont concernés par l'exonération les cotisations salariales et patronales de sécurité sociale qui correspondent à la maladie, maternité, retraite de base, invalidité, décès et prestations familiales. Ne sont pas exonérés la retraite complémentaire, la CSG-CRDS, la cotisation accident de travail, la contribution de solidarité autonomie,
le FNAL, c'est le Fonds national d'allocation logement, pardon, et la formation professionnelle et la prévoyance. Alors, comment s'effectue le paiement des cotisations? Donc pareil, hein, on a le fameux délai des 90 jours à compter de la date de début d'activité. Et donc, il y a des cotisations qui seront à payer soit de manière mensuelle, par prélèvement, le 5 ou le 20 de chaque mois. Donc ça, c'est vous qui opterez pour le prélèvement. Si vous n'optez pas pour le prélèvement, vous aurez des cotisations à payer chaque milieu de trimestre, 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre. Ces cotisations peuvent être payées en ligne. Vous pouvez également opter pour le prélèvement en ligne ou opter pour le télépaiement ou faire des paiements en carte bancaire. Depuis 2021, donc, il y a une déclaration des revenus unique donc, qui est faite sur le site impôts.gouv et on reçoit, nous, automatiquement ensuite des flux dès que vous remplissez le volet social de déclaration spécifique. On reçoit un flux qui nous envoie votre revenu déclaré. Donc là, bientôt, on va recevoir dans quelques jours, vous pourrez faire les déclarations de revenus 2024 et ensuite, au fil de l'eau, on aura des flux chaque semaine pour vous envoyer vos déclarations de revenus et qu'on puisse, dans ce cas-là, on procédera au recalcul de vos cotisations sur le dernier revenu, donc sur le revenu qui nous sera télétransmis par l'administration fiscale. Et on fera donc un réajustement de vos cotisations et on vous enverra un nouveau calendrier avec les futures cotisations du reste de l'année recalculées sur la base de ce revenu. Pour les assimilés salariés, donc on a un taux de cotisation qui représente environ 60% du salaire brut, soit donc 80% du salaire net. Si vous n'avez pas de salaire, vous n'avez pas de cotisation. Vous êtes considéré comme un cadre et à ce titre, vous aurez des cotisations complémentaires, de retraite complémentaire, cadre, prévoyance. Et en fonction de la convention collective de l'entreprise, il peut y avoir effectivement des différences au niveau des cotisations à payer. Il doit obligatoirement y avoir une mutuelle qui soit mise en place dans l'entreprise. C'est une obligation depuis maintenant quelques années. Vous avez un simulateur sur mon-entreprise.ursaf.fr qui va vous permettre de pouvoir faire des simulations suivant le statut que vous envisagez de prendre, en affinant un petit peu le simulateur pour voir un petit peu combien vous aurez de cotisations à devoir. C'est important de le faire si vous n'êtes pas sûr au tout début. Ça vous permet de pouvoir chiffrer le coût et les charges de l'entreprise. Dans ce cas, vos déclarations de revenus nous parviennent via ce qu'on appelle une DSN, une déclaration sociale nominative. Donc là, on est dans un système où les déclarations sont faites chaque fin de mois. Donc, on n'est plus dans le système du travailleur indépendant qu'on vient de voir avec une déclaration annuelle. Là, il y a obligatoirement des déclarations faites chaque fin de mois. Elles nous parviennent via un logiciel comptable. Donc, elles sont faites les 3/4 du temps par les experts comptables ou les comptables qui nous indiquent sur ces déclarations le montant global des salaires pris dans l'entreprise, le nombre de salariés qu'il y a dans l'entreprise pour la périodicité en question, les entrées et les sorties des salariés, ça nous parvient également via ce biais. Et il peut y avoir une adhésion de votre part à un service gratuit des URSSAF qui s'appelle le TES, qui est un titre emploi service entreprise. Donc, c'est une offre simplifiée gratuite. Par contre, c'est vous qui… Alors, il y a un service chez nous bien spécifique. Vous pouvez avoir des renseignements sur le site letes.ursaf.fr. C'est vous qui transmettez au service les éléments de comptabilité. Donc, je conseille aux gens qui optent pour ce service d'avoir quand même un minimum de connaissances comptables. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux faire les choses par un comptable. Le paiement des cotisations donc, intervient normalement en même temps que la DSN. La déclaration de salaire nous parvient et le comptable peut opter pour le télépaiement. Et donc, dans ce cas-là, le paiement est fait de manière automatique. On va parler maintenant de la protection sociale. Alors, au niveau de votre protection sociale, vous avez plusieurs interlocuteurs. Donc, vous avez bien compris, l'URSSAF intervient dans le calcul des cotisations pour les indépendants, les assimilés salariés et les auto-entrepreneurs. Concernant la partie santé, c'est le site amélie.fr, donc la caisse primaire d'assurance maladie toujours. Pour la retraite, la CNAV,
donc le régime général avec son site l'assurance-retraite.fr, et pour les demandeurs d'emploi, donc ça reste France Travail. Concernant la partie de la retraite, il peut y avoir des interlocuteurs différentes, puisqu'en France, il y a des caisses de retraite spécifiques à certaines professions. Et donc, dans ce cas, au niveau de la retraite, l'interlocuteur peut changer. Donc là, on a la CIPAV pour tout ce qui est profession libérale, pardon, et la CNBF, qui est la caisse des barreaux, donc liée à tout ce qui est métier d'avocat. Et donc, pour le chômage, on reste avec France Travail, la caisse primaire d'assurance maladie pour la maladie et l'URSSAF pour les cotisations. Alors, nos différents services. Donc, les services en ligne, puisque maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent en ligne. Donc, concernant les auto-entrepreneurs, vous avez accès au site auto-entrepreneur.ursaf.fr, donc sur lequel vous pourrez, je répète, mais j'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vais répéter, faire vos déclarations de chiffre d'affaires ainsi que vos paiements. Vous pourrez aussi sur le site télécharger, voir accès à vos historiques de déclaration, la situation du compte, le calendrier des échéances. Donc, on vous indique les dates des futures déclarations à faire. Télécharger des attestations et vous pourrez également nous envoyer des mails si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations, de documents complémentaires. N'hésitez pas à nous envoyer un mail via votre compte en ligne. Et vous pourrez également télécharger l'application sur Apple Store et Google Play. Pour les travailleurs indépendants qui ne sont pas auto-entrepreneurs, vous retrouvez également le même service, mais sur le site ursaf.fr, celui-ci. Donc, vous avez l'historique des versements et des cotisations sociales, suivre les échéances, télécharger des attestations. Alors, les attestations, ça peut être attestation d'affiliation, attestation de compte à jour. Il y a une attestation qui est demandée très souvent qui s'appelle une attestation de vigilance, que vous soyez indépendant, auto-entrepreneur ou assimilé salarié, c'est une demande d'attestation qui revient de manière régulière. Elle peut vous être demandée notamment si vous êtes amené à faire de la sous-traitance. C'est tout à fait normal. Ça fait partie des documents obligatoires que le sous-traitant doit vous demander. Vous pourrez télépayer les cotisations trimestrielles, opter pour le prélèvement automatique, déclarer une estimation de revenus. Donc tout à l'heure, je vous ai expliqué dans la présentation que vos cotisations étaient toujours calculées sur le dernier revenu connu, donc le revenu annuel télétransmis par l'administration fiscale. Par contre, s'il y a une différence de revenus entre ce qu'on reçoit et la situation de l'année en cours, vous pourrez, via le compte en ligne, nous transmettre une estimation de revenus pour qu'on réajuste en fait les cotisations à votre situation actuelle. Parce que dans la vie d'une entreprise, il peut se passer plein d'événements qui font que le revenu de l'année en cours peut être tout à fait différent de celui de l'année précédente. Vous pourrez également nous demander via le compte en ligne un délai de paiement. Voilà le principe, vous recevez vos cotisations, vous n'êtes pas en mesure de payer les cotisations à la date demandée. N'hésitez pas à nous faire une demande pour les payer en plusieurs fois. Et toutes ces opérations peuvent être gérées par votre expert comptable ou par vous également. Alors, côté fiscal, le compte en ligne et la création du compte en ligne est obligatoire puisqu'en fait, toutes les déclarations doivent être télédéclarées aujourd'hui et aussi les paiements doivent être faits en ligne également. Mais c'est aussi une offre de service très importante qui vous est donnée via ce compte impôt.gouv.fr. Donc, d'abord, pour retrouver les coordonnées de votre service, le service qui vous gère, vous pouvez aller sur impôt.gouv.fr. Mais comme je vous l'ai déjà dit, normalement, comme vous créez votre entreprise, vous recevez tout un dossier d'accueil où le service qui vous gère est très clairement aussi identifié. Comment crée-t-on ce compte sur la slide suivante sur impôt.gouv.fr? Eh bien, tout simplement, sur ce site, vous allez voir en haut à droite de la slide votre espace particulier, votre espace professionnel. Votre espace particulier, eh bien, ça sert à faire votre déclaration de revenus annuel et normalement, vous connaissez déjà donc, cette partie-là du site. Votre espace professionnel, eh bien, c'est le compte fiscal professionnel que vous créez lorsque vous commencez une activité. Vous allez pour cela rentrer votre numéro, une adresse électronique et votre numéro sirène.
et une adresse mail. Suite à ces éléments remplis sur le site, sur la slide suivante, vous allez pouvoir valider ensuite votre adresse mail. Bon, ça revient à la création d'un compte sur Internet assez classique, hein. Vous validez votre adresse, l'adresse que vous venez de renseigner sur le site. Et donc, cette validation va déclencher l'envoi d'un courrier. À nouveau un courrier, donc à nouveau le sujet de bien identifier votre activité sur votre boîte aux lettres si vous exercez votre activité à domicile. Un courrier qui va vous donner des codes d'activation. C'est une procédure qui est faite ainsi au souci de sécurisation de la procédure de création de votre compte sur impôts.gouv.fr, de compte fiscal professionnel. Donc, vous allez ensuite, avec ce code d'activation, pouvoir retourner, reçu par courrier, donc pouvoir retourner sur le compte impôts.gouv.fr, création de votre espace professionnel, et vous allez pouvoir continuer la création de votre espace professionnel. Donc, sur la slide suivante, donc ça, c'est la validation de votre adresse électronique, hein, ce que j'avais déjà dit. Vous avez un lien valable 72 heures et donc ça crée l'envoi. Ensuite, quand vous validez, ça crée l'envoi du courrier. Ensuite, quand vous allez créer votre espace professionnel, il va falloir aussi remplir un mandat SEPA, donc renseigner un compte bancaire et créer un mandat SEPA qui se crée automatiquement sur le site et qu'ensuite vous pouvez envoyer à votre banque. Il suffit de suivre ce qui est déroulé par le site impôts.gouv.fr. C'est assez clair pour arriver à valider ce compte SEPA. Donc, c'est le compte dédié à votre activité professionnelle que vous allez créer ainsi. Et ensuite, ça va permettre la mise en relation pour les télépaiements. À l'issue de la création de ce compte, eh bien, vous allez voir sur la slide suivante que vous allez avoir un certain nombre de services qui vous seront proposés par défaut. Ces services seront en lien avec les obligations fiscales de votre activité. Donc, par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur sous le régime de la franchise en base, vous n'aurez pas comme service déclaré la TVA, puisque vous n'avez pas de TVA à déclarer. Mais vous aurez, par exemple, vous aurez accès à la CFE. Très important quand vous êtes auto-entrepreneur, c'est quand même de créer ce compte. D'abord parce que la cotisation foncière des entreprises, l'avis d'imposition, il est uniquement disponible en ligne. Donc, si vous n'avez pas créé votre compte professionnel, eh bien, vous n'aurez pas votre avis d'imposition en ligne et vous n'aurez pas la possibilité de télépayer. Il y a d'autres moyens d'obtenir votre avis d'imposition, mais c'est plus compliqué. Donc, le mieux, c'est de créer quand même si on est auto-entrepreneur, son compte professionnel dès la création de sa société. Et puis surtout, il y a accès à la messagerie sécurisée, qui est le moyen privilégié de communiquer avec votre service impôt des entreprises. Cette messagerie sécurisée est très importante et très utile. D'abord parce que nous avons des process qui font que nous suivons de très près ces messages avec un souci de répondre dans les meilleurs délais. Et que par ailleurs, nous avons l'intégralité des échanges avec la société d'archiver, et vous aussi, vous avez accès à l'intégralité. Donc, si vous avez reçu une réponse et que la réponse la fois d'après vous paraît contradictoire, vous pouvez très bien dire, mais attendez, vous m'avez dit telle chose la dernière fois, pourquoi la réponse change aujourd'hui? Donc, c'est très important d'utiliser cette messagerie. Et vraiment, cette messagerie vous permettra d'avoir tout type de demande vis-à-vis de votre centre des impôts des entreprises. Il y a autrement un service d'appel téléphonique, hein. Nous avons des centres d'appel téléphonique situés dans toute la France qui sont spécialisés dans les relations avec les professionnels. Donc, vous pouvez aussi appeler nos centres d'appel téléphonique si vous avez des problématiques, notamment sur la création de votre espace professionnel et d'autres types de problématiques. Et puis enfin, vous avez une assistance en ligne si vous avez des problèmes dans la création de votre compte fiscal professionnel sur impôts.gouv.fr. Voilà, avec le numéro qui s'affiche sur la slide. Alors, d'autres liens utiles dans vos rapports avec la Direction générale des finances publiques.
Là, vous avez un certain nombre d'adresses qui sont indiquées. Le guichet unique dont on parlait, hein, c'est le guichet unique dont le recours est obligatoire maintenant pour créer une société. Vous avez aussi entreprendre servicepublic.fr qui est un site qui est très très riche en informations, en vidéo, en aide en ligne pour toutes vos démarches. Et puis, il y a le portail pro.gouv qui est un portail qui, normalement, vous donne accès aussi bien à la DGFiP qu'aux URSSAF, qu'aux douanes. Donc, les documents que vous déposez sur et les messages que vous déposez sur ce site sont reroutés à l'administration compétente. Voilà, donc vous avez toutes ces possibilités pour vous renseigner. Alors, donc l'accompagnement du début d'activité. Donc, au niveau de l'URSSAF, on a diverses offres. Donc, il y a une offre d'accompagnement qui s'appelle « Mes premiers mois avec l'URSSAF ». Donc, vous recevez une lettre d'information mensuelle personnalisée ainsi que des notifications qui vous expliquent les principales étapes du parcours de création d'entreprise. Cela a pour but de prévenir les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la réalisation des démarches. Il y a également des webinaires proposés sur différentes thématiques et une offre de rendez-vous avec un conseiller dédié. Donc, tout cela est proposé sur une lettre d'information que vous recevez. On vous accompagne pendant 9 mois si vous êtes auto-entrepreneur, 15 mois si vous êtes travailleur indépendant. Et vous pouvez avoir plus d'informations sur ursaf.fr/mes premiers mois. Alors, vous guidez dans vos démarches. On a également différents podcasts sur des sujets bien spécifiques, comment faire ma déclaration, qu'est-ce que l'ACRE, j'ai reçu un courrier de radiation, est-ce que c'est grave? Voilà, vous avez des podcasts, une foire aux questions également. On a une chaîne YouTube, URSSAF Île-de-France, sur laquelle vous retrouvez des conseils pratiques qui concernent vos droits, vos obligations et également un accompagnement sur les démarches en ligne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Également un webzine des entrepreneurs franciliens. Donc, différents articles pour découvrir les actualités et les offres de services que nous proposons. Des conseils également. Et un agenda où vous retrouverez dessus les dates des prochains événements organisés et pouvoir accéder également aux webinaires déjà passés. Donc, rendez-vous sur urstart-udf.fr. On va voir maintenant l'accompagnement en cas de difficulté. Alors, tout à l'heure, donc, je vous ai expliqué voilà, à quelle fréquence vous alliez déclarer vos revenus, quelles vont être les cotisations à payer. Il est possible qu'à un moment donné, vous rencontriez des difficultés dans le paiement de vos cotisations. Alors, c'est un service d'action sociale qui n'est pas en fait pour les créateurs d'entreprises. On ne peut pas attribuer l'action sociale à quelqu'un qui vient de créer une entreprise. Par contre, il faut savoir que ça existe et que vous pourriez faire une demande quand vous serez affilié depuis déjà plusieurs années. Donc, ça peut vous permettre, sous certaines conditions, d'avoir une aide, notamment aide d'accès aux soins suite à perte de salaire, maladie, accident du travail, etc. Donc, il y a un dossier à compléter, un dossier d'action sociale que vous retrouvez en ligne. Cela peut vous permettre de demander, par exemple, une prise en charge des cotisations. Voilà, vous avez des cotisations à payer, vous n'êtes pas en mesure de les régler, même avec un délai de paiement, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on pouvait faire une demande de délai de paiement. Ça peut être lié à effectivement à la conjoncture économique, les aléas de la vie privée, la maladie, séparation, enfin voilà, tout ce qu'on peut avoir. Également, ça peut être contexte incendie, notamment pour quelqu'un qui a un local professionnel. Moi, j'ai eu récemment au centre d'accueil un taxi qui s'est fait voler son véhicule. Bon, ben voilà, ça fait partie des choses malheureusement et du coup, il n'avait plus d'outils de travail. Donc, vous êtes en mesure de constituer ce dossier pour demander soit une prise en charge des cotisations que vous n'êtes pas en mesure de payer, soit si la situation est plus complexe, demander un secours financier également. Et vous pouvez avoir d'autres renseignements plus précis sur notre chaîne YouTube. Il y a un tuto sur l'action sociale, une aide sur mesure. On va voir maintenant comment nous contacter et obtenir les informations. Vous pouvez nous contacter pour demander un rendez-vous avec un chargé de la relation cotisant
sur n'importe quel site d'Île-de-France. Donc, ça peut être un rendez-vous en présentiel. Donc, dans ce cas-là, vous choisissez vous-même le centre d'accueil et peu importe le lieu du domicile du moment que vous êtes en Île-de-France. Si vous ne souhaitez pas vous déplacer, vous pouvez opter pour un rendez-vous téléphonique ou en visio. Et vous prenez rendez-vous sur contact.ursaf.fr. Pour vous informer, donc vous avez notre site ursaf.fr ou autoentrepreneur.ursaf.fr. Le site pour faire des simulations, petit rappel, et également sur l'utilité des cotisations sociales. Également, donc, on est sur Twitter, sur la chaîne YouTube, les podcasts, l'Urstart et la page LinkedIn. Alors, on va maintenant prendre un petit moment pour répondre aux questions à l'oral. Si on ne peut pas traiter votre question ou si elle est trop personnelle, n'hésitez pas à la transmettre via la messagerie privée, soit de votre compte ursaf.fr, soit autoentrepreneur.ursaf.fr ou impôt.gouv.fr si cela concerne la direction des finances publiques. Donc, je vais voir avec ma collègue Saïda, est-ce que nous avons des questions pour l'Ursaf déjà? Oui, alors là, j'ai une question auquel toutes les deux, peut-être vous pouvez répondre en complément. Alors, bonjour. Une URL à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, peut-elle devenir une micro-entreprise si son chiffre d'affaires baisse en dessous des seuils? Est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre? Alors, a priori, oui. Si vous avez opté pour l'IS, cette option est réversible. Mais il y a des délais en général. Je n'ai pas tous les délais en tête là, mais normalement, il y a une option normalement pour l'IS est valable sur plusieurs années. Donc, il va falloir voir si vous êtes dans les délais pour repasser à l'IR. Oui, tout à fait. D'accord. Et alors, moi, j'apporterai juste une petite précision. En tout cas, du côté URSSAF, effectivement, si son chiffre d'affaires change ou quoi que ce soit, on peut changer, mais une URL, elle ne se transforme pas en une micro-entreprise. Donc, il faudra forcément que vous radiez au niveau de l'INPI votre URL pour créer derrière une autre entreprise. Ça ne se transforme pas. Donc, d'une société, on peut passer sur un autre régime de société ou passer à l'IR comme ça. En tout cas, pour nous, vis-à-vis côté URSSAF, je parle. Mais une URL ne se transforme pas en micro-entreprise. Donc, il faudra juste faire attention à ce petit point. Oui, donc je confirme effectivement ce que dit Saïda. Côté URSSAF, il faudra faire une cessation d'activité donc sur le guichet unique et refaire ensuite, donc cesser l'activité de l'EURL et refaire ensuite une création en tant qu'auto-entrepreneur. Et là, on a une autre question qui se rapproche un peu sensiblement du même thème, de la même thématique. Peut-on changer de régime micro-social, là donc c'est à l'inverse, du micro-social vers le régime réel en courant d'année civile? Alors c'est pareil, il faut faire une cessation d'activité et refaire une création du nouveau statut, donc toujours sur le guichet unique, faire une cessation du statut auto-entrepreneur, donc une formalité de radiation, et refaire une création, soit en EURL, soit en SARL, soit en travailleur indépendant classique, sur le guichet unique pour qu'on puisse, nous, clôturer le précédent dossier et réactiver sous le nouveau régime fiscal. Donc là, j'avais une question qui concernait l'ACRE. J'ai créé une URL en mai 2024. Donc la personne a vu que l'exonération avait bien été prise en compte sur son dossier. Pouvez-vous me dire jusqu'à quelle date j'aurai le droit à cette exonération? C'est 12 mois de date à date. Donc, petit rappel, si vous avez créé, je ne sais pas moi, au 10 mai 2024, vous aurez la réduction des cotisations jusqu'au 9 mai 2025. C'est ça. Et ensuite, on avait une question pour les impôts. Est-ce que c'est possible, comme ça, sans faire de calcul, etc., de donner le montant d'une CFE, du montant moyen de la CFE à payer pour un cotisant? Oui, alors sur la CFE, on a en fait de deux choses une. Soit vous avez un local et en fait la CFE, elle va être, c'est le foncier qui va être évalué, le local. Donc ça va dépendre de l'importance du local. Et ça, si vous reprenez un local, vous pouvez vous informer auprès du précédent bailleur de ce local. Ensuite, si vous êtes sur la cotisation minimale,
Alors, il faut savoir que ce sont les collectivités territoriales qui fixent les taux d'imposition. La Direction générale des finances publiques ne fait que donner l'information sur le bénéfice et le chiffre d'affaires plutôt pour ensuite l'application de ces taux. Mais globalement, sur un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 €, vous allez être sur une base minimale. Donc, si vous n'avez pas de local, mais que vous exercez votre activité à domicile ou dans une société de domiciliation, vous serez entre 243 et 579 € en fonction de votre endroit d'implantation et donc de la collectivité territoriale qui gère les taux. Entre 10 000 € et 32 000 €, on sera entre 243 € aussi et 1 158 €. Entre 32 600 € et 100 000 €, ce sera jusqu'à 2 433 € en fonction des collectivités territoriales qui appliquent les taux les plus importants. Et jusqu'à 500 000 €, on est à 7 533 € de CFE. D'accord, merci. Après, j'ai une dernière question. Alors là, je pense qu'on peut l'interpréter comme ça. Quand on cumule une activité salariée et auto-entrepreneur, comment fait-on? Mais je pense que la personne voulait dire, comment on fait pour déclarer? Est-ce qu'on déclare les deux en même temps? Est-ce qu'on déclare tout à l'URSSAF? Est-ce qu'on déclare tout aux impôts? Ou est-ce que ça se passe sur les mêmes déclarations ou pas? Alors, à l'impôt sur le revenu, comme je le disais, vous allez avoir votre déclaration d'impôt sur le revenu. Vous allez voir sur le formulaire principal, celui qui est appelé la 2042, vous allez avoir votre traitement et salaire. Vous allez pouvoir déclarer comme toujours. C'est le premier revenu catégoriel qui est proposé sur ce formulaire. Et ensuite, il va falloir cocher l'annexe qui s'appelle la 2042 CPRO pour pouvoir ensuite y porter également votre chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur, chiffre d'affaires sur lequel se fera automatiquement un abattement pour aboutir à votre revenu imposable en tant qu'auto-entrepreneur. Mais tout se fait au niveau de l'impôt sur le revenu. D'accord, merci. Et puis, on n'a pas d'autres questions. Après, les autres, c'était plutôt des questions personnelles ou liées vraiment à leur activité précise. Vous m'entendez? Oui, Oui. Il n'y a plus d'autres questions. Tu n'as plus d'autres questions, Saïda, c'est bon? Oui. Ok. Oui. Bon, écoutez, alors, on arrive du coup à la fin de ce webinaire. Merci d'y avoir participé. On espère avoir répondu à vos interrogations. N'hésitez pas à prendre quelques instants pour répondre au questionnaire de satisfaction. Nous allons publier le lien de celui-ci dans la zone de chat et nous vous communiquerons rapidement le lien du replay pour pouvoir revoir ce webinaire. Merci de votre participation. Merci à la Direction départementale des finances publiques d'Île-de-France et je vous souhaite une bonne journée.